Mesdames et messieurs les membres des instances du PDCI RDA, chers militants et militantes du PDCI RDA, chers amis de la presse internationale et nationale, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais au nom du président Cheikh Tidiane Thiam vous remercier de votre présence. Je sais que l'actualité nationale est beaucoup superposée par des événements dont les intérêts sont variables. Nous allons parler de ce qui intéresse les Ivoiriens. Et donc, je voudrais aborder d'abord, malheureusement, le point des obsèques du président Henri Konan Bédié. Je pense que les Ivoiriens doivent savoir à peu près où est-ce qu'on en est, quel est le programme qui se continue, mais nous allons donner les axes principaux. Nous allons parler des activités au PDCI RDA et nous allons aborder un point important qui est le débat sur la suppression éventuelle de la commune du Plateau au profit du district d'Abidjan. Vous savez, on connaît les méthodes des uns et des autres et dans la presse, pratiquement certains journaux, y compris le journal gouvernemental, l'a publié. Donc pour nous, c'est assez sérieux. Et puis, si vous voulez bien, on va aborder quelques points de l'actualité nationale. Et si d'autres questions me sont posées en dehors de ce que j'aurais fait ici, je me ferai fort de donner le point du PDCI RDA. On va aller directement, mesdames et messieurs, pour les obsèques du regretté président Henri Konan Bédié. Il est bon de rappeler que notre président nous a quittés le 1er août 2023 et que Dieu, dans son infinie bonté, puisse nous présenter tout puisqu'il a accueilli dans son royaume céleste. Dès l'élection du président Tidiane Thiam, il a fait des obsèques du président Henri Konan Bédié une de ses priorités et un défi pour lui-même et pour le PDCI RDA. Il a à cet effet mis en place un comité d'organisation qu'il supervise lui-même. Cette organisation est subdivisée en plusieurs comités thématiques et éclatée au niveau des districts. En ce qui concerne le programme, sans rentrer dans les détails qui peuvent subir des modifications, on peut retenir ceci. Du 19 au 21 mai, de 17h à 20h, il y aura les condoléances à sa résidence à Cocody, du 19 au 21 mai. Le 22 mai, il y aura la veillée religieuse éclatée dans tout le pays. Et le 23 mai, la levée de corps suivie de la messe des requiem et des hommages qui vont suivre du 23 au 25 mai. Au PDCI RDA, il y aura le 25 mai sera la journée d'hommage au président Henri Konan Bédié, le 25 mai, de 9h à 16h, ici même, à la maison du parti. Après 20h, il y aura une veillée militante. Et le président du parti compte sur la mobilisation exceptionnelle que les militants doivent faire l'objet pour rendre hommage à notre président. Parce que président Bédié, c'est d'abord notre président du PDCI et c'est nous qui l'avons permis d'être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est nous qui l'avons permis d'être président de l'Assemblée nationale. C'est nous qui l'avons permis d'être maire. Donc c'est d'abord nous sur qui il s'est appuyé pour son ascension politique et pour son émergence au niveau national et international. Le 26 mai, le transfert sera fait à Daoukourou, par la route, pour permettre aux populations riveraines de lui rendre hommage. Comme on l'a fait pour le président Fouboigny, vous vous rappelez, de l'autoroute d'Abidjan par l'autoroute jusqu'à Yamsoukro. Le tracé exact sera communiqué. Mais éventuellement, je pense qu'il prendra le chemin qu'il aimait le plus prendre pendant qu'il était vivant. On arrive donc au 31 mai, ce sera la veillée religieuse et traditionnelle, normalement à la place Henri Konan Bédié à Daoukourou. Et le 1er juin, la cérémonie officielle ultime, suivie de l'inhumation qui sera opérée dans la stricte intimité familiale.
Voilà, il y aura donc un communiqué émanant du PDCI-RDA en liaison avec la famille et le service du protocole de l'État pour donner tous les détails heure par heure. Mais sachez déjà que ces grandes données-là, du 19 au 21 mai, on aura dans notre condoléances. Du 22 mai, une veillée éclatée. L'organisation sera précise pour que chaque district, chaque région puisse faire cette veillée-là. Et le 23 mai, la levée de corps. Pour ce qui est du PDCI-RDA, le 25 mai, c'est la journée du PDCI-RDA ici. Hommage et veillée militante. Et le transfert du corps sera fait par la route le 26 mai à Daoukourou et le reste des cérémonies sera fait là-bas. Et vous verrez que du 27 mai au 30 mai, les condoléances populaires à Daoukourou, par district, les gens passeront pour présenter leurs condoléances. Du 27 au 30 mai. C'est extrêmement important pour nous. Et le 31 mai, veillée religieuse traditionnelle, toujours à Daoukourou. Et le 1er juin, cérémonie officielle pour séparation utile. Donc voilà en gros ce qui est, je peux vous dire, qui sera pratiquement acté. À l'intérieur, les détails sont à peaufiner et je ne peux pas vous donner quelque chose qui risque d'être modifié. Voilà pour ce qui est. Il y a 3 pagnes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'échantillon que la direction du parti a adopté. Un pagne marron-rouge et 2 pagnes verts à l'effigie du PDCI-RDA. Tout ce qui est pagne portant le logo du PDCI-RDA est de l'exclusivité du PDCI-RDA. Donc, personne d'autre ne peut se prévaloir du logo du PDCI-RDA pour le faire parce que c'est une marque déposée. Et nous avons déjà présenté ça sur les réseaux. Les commandes ont été faites après l'échantillon et je pense que très rapidement, elles seront distribuées avec les numéros par lesquels vous pouvez passer. Mais déjà, sachez qu'il y aura un point de vente ici à la maison du parti. Il est en train d'être réfléchi pour des points de vente à l'intérieur du pays, mais ce qui est sûr, il y aura un point de vente ici à la maison du parti. Voilà donc ce que je pourrais vous dire sur les obsèques. S'il y a des questions par la suite, on peut y répondre. Il y a aussi le deuxième point de mon intervention, c'est les activités au sein du PDCI-RDA qui sont marquées essentiellement par la caravane des adhésions. Cette caravane a fait les beaux jours ici. Elle est partie à Port-Boué. Elle va être bientôt sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'est que nous comptons. Nous préférons aussi que pendant qu'on est en train de faire nos cartes d'adhésion, que nous nous préparons en même temps à avoir les conditions d'être électeurs. C'est extrêmement important. Tous les cadres doivent aider les gens à se faire inscrire. Le président du parti a souhaité que de 8 millions d'inscrits, nous passons à 12 millions. Et nous pensons que les nouveaux majeurs, nous devons faire en sorte que les 4 millions supplémentaires soient majoritairement PDCI-RDA. Parce que les autres, ils ont déjà fait le plein, ils sont en train même d'être dégraissés. Donc nous devons pouvoir en profiter pour prendre les nouveaux et ceux qui sont dégraissés de leur côté. Je vous expliquerai plus tard. Pendant ce temps qu'on fait l'adhésion, le président du parti a mis en place progressivement son nouvel organigramme et les personnalités qui l'animent. Vous avez dans cette salle, on a nommé les hauts représentants dans tous les districts. Il y en a 14. Et un haut représentant pour la diaspora. Il y a aussi un secrétariat exécutif qui est en place, dirigé par Dr Emou Sylvestre, son directeur de campagne. Et à ce titre, le président du parti vient de nommer des vice-présidents qui complètent les anciens vice-présidents. Il n'est pas dit que les anciens présidents sont annulés, c'est complété. Pourquoi le président a fait cela? Il y a des hauts représentants qu'il a nommés dans les régions. Un haut représentant du président ne peut pas ne pas être vice-président. Parce que c'est lui qui le représente. C'est la raison pour laquelle on a fait une liste complémentaire majoritairement par les nouveaux hauts représentants qui ne sont pas vice-présidents. La communication est passée. Le président du parti donc a fait reçu dernièrement des audiences. Il y en a plusieurs, mais 2 audiences sont à noter. Il y a une audience avec l'ambassadeur de France qui a duré plus d'1 heure de temps ici et qui est resté sans commentaire, sans communiquer. C'est extrêmement important. Et puis l'audience accordée à la délégation du GPS. Ils sont venus en nombre significatif
une trentaine dirigés par leur militant Lukman Kamara. Nous avons parlé de 2 points essentiels qu'on peut communiquer. Ils sont venus d'abord au nom de leur président présenter les condoléances au président du parti, Cheikh Tidiane Thiam, pour le deuil du président Henri Konan Bédié. Vous savez que le président du PDCI RDA défunt prenait tous les politiciens comme ses enfants et ses frères. Il ne faisait pas de distinction. Après ça, ils ont parlé de, comme on appelle, des obsèques du président donc, du parti, et éventuellement féliciter aussi le président Tidiane Thiam pour son élection. Voilà les 2 points dont on peut parler au dehors. Voilà. Le reste est réservé au président du parti qui en est l'exclusif détenteur. Mesdames et messieurs, ceci étant, le débat que vous avez vu tout dernièrement dans la presse concerne un certain penseur libre qui a signé au nom de Doblé Jean Syriac, qui estime que la commune du Plateau devrait être supprimée. De quoi s'agit-il? En effet, le vendredi 5 avril 2024, il a été publié dans plusieurs journaux, dont le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, un argumentaire en faveur de la suppression de la commune du Plateau par un certain libre penseur qui signe donc au nom de Doblé Jean Syriac. Après la présentation de ces arguments, il a conclu en ces termes. Il est proposé l'intégration de la commune du Plateau au district autonome d'Abidjan avec une révision de la répartition des taxes entre l'État, le district autonome et la commune d'Adjamé. Le PDCI RDA se sent donc interpellé. D'abord parce que cette commune est dirigée depuis plusieurs années par des équipes successives dont les têtes de liste ont toujours été des militants du PDCI RDA. Le maire actuel est un haut et compétent cadre du PDCI RDA de notre parti, membre du secrétariat exécutif. Ensuite, les arguments avancés sont très discutables et diffamatoires. On ne pouvait pas donc rester et dire que c'est une petite chose. Le président Houphouët-Boigny nous a dit qu'en politique, il n'y a jamais de petites choses. Si Fraternité Matin s'est permis de diffuser, malgré les incongruités, les injures dedans, c'est qu'ils ont jugé bon que c'était pas pertinent, parce que c'est l'organe gouvernemental. À la limite, on peut aller plus loin pour dire que c'est cautionné par le gouvernement. Parce qu'on n'a pas vu la réaction du gouvernement par rapport à la publication de Fraternité Matin. Les autres journaux, on peut les taxer de tabloïds. Mais Fraternité Matin, pour nous, on prend ça au sérieux. En tout cas, quand nous étions au pouvoir, Fraternité Matin, c'était un journal sérieux. On pense que ce sérieux demeure. Nous prenons ici quelques points soulevés par le libre penseur. La commune du Plateau est habitée par 7000 personnes et pourtant compte 82 000 inscrits sur la liste électorale. Pour rappel, les conditions d'inscription sur la liste électorale sont régies par les textes réglementaires et non dictées par le maire du Plateau. Par ailleurs, sachez qu'à la suite de l'accord de Marcoussis, une opération spéciale d'établissement des CNI couplée avec l'inscription sur la liste électorale a été organisée en Côte d'Ivoire. Les personnes exerçant dans la commune du Plateau ou ayant un quelconque intérêt dans cette commune, pendant les jours ouvrables, ont jugé plus pratique de procéder à leur enrôlement au Plateau. Pendant ce jour, ils sont là-bas. Pendant le week-end, dans où ils habitent, c'est fermé. Et pour les retraits, c'est plus pratique. Cela a facilité leur opération d'établissement et de retrait de leurs pièces d'identité. Il faut ajouter qu'à ces personnes, une catégorie de jeunes majeurs qui fréquentent les établissements supérieurs qui sont légions dans cette commune. Tous les élèves qui étaient là-bas en son temps, même s'ils ont fini, ils ont dû se faire inscrire pour retirer leur carte d'identité dans la commune de Plateau. Au finish, un nombre important de citoyens s'est retrouvé de gré, parce qu'on ne les a pas forcés, sur la liste du Plateau. Le maire de la commune du Plateau donc n'est nullement responsable de la présence sur la liste électorale de 82 000 inscrits. Il faut noter qu'aux dernières élections de novembre 2023, la commune du Plateau a enregistré un taux de participation de près de 38%. C'est-à-dire que ces 38%-là, ils dépassent les 7 000.
S'il n'y avait que les 7 000 là, les dernières élections là, tout le monde parti, il allait avoir que 7 000, peut-être moins. Alors qu'à Yopougon, il n'y a eu que 17% de taux de participation. Yopougon qui est une cité dortoir, 17%. Ce taux de 30% indique clairement donc que c'est plus de 7 000 personnes qui ont pris part à ce scrutin. Si c'était une liste artificielle bondée, les gens n'allaient pas se déplacer pour venir voter. S'ils sont venus, inscrits, c'est qu'ils y ont là un intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts au plateau. Le plateau qui est à peu près sur 400 hectares abrite par jour près de 2 500 000 de personnes qui sont là, qui impactent. Il y a plus de 60 000 véhicules qui passent par le plateau chaque jour. Et quand vous impactez un endroit, vous créez des dépenses, vous créez des besoins d'investissement et des besoins de sécurité. Je voudrais donc que le libre penseur se réfère, il veut qu'on transfère ça au district, se réfère à la loi 2012-11-28 du 13 décembre 2012 qui stipule que dans son article 4 que la suppression ou toute modification de son ressort territorial d'une commune se fait par décret pris en conseil des ministres. Il y a deux types de décrets. Il y a un décret que le président peut prendre à tout moment. Quand un décret est pris en conseil des ministres, cela que le décret est accompagné d'un rapport circonstancié et que le conseil analyse et qu'il adopte. Donc, pour modifier, il faut aller en conseil des ministres. Si le libre penseur pense qu'on va l'écouter, c'est que le gouvernement va adopter ces arguments. Cela veut dire en clair que c'est sur un rapport motivé du ministre en charge des collectivités territoriales qui doit pouvoir envoyer ce rapport. Ce même article indique qu'en cas de suppression d'une collectivité, son ressort territorial est rattaché à une ou plusieurs collectivités territoriales rattachées, entités décentralisées. Or, le district d'habitants pour y veut qu'on arrête là n'est pas une collectivité décentralisée. Pourquoi se fait-il que c'est comment on appelle, pour le plateau, il faut transgresser la loi. Même si on transgresse la loi, de temps en temps, il faut respecter un peu. Et puis entre nous, si le plateau avait été vaincu aux élections dernières, on avait élu un maire RHDP, est-ce que ce libre penseur-là même pouvait même penser? Est-ce qu'il pouvait penser? Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour penser, il faut être libre pour penser. En ce qui concerne le nombre d'habitants dans la commune du plateau, il n'est pas en la matière la plus petite commune du pays. 7 000 habitants là. Si je vous sors les listes de communes qui ont moins de 7 000 habitants là, bon, comme je ne vais pas courir de polémique, mais si ça continue, on va les sortir. Alors on n'a qu'à supprimer toute la commune et on sait où ça se trouve. Mais pourquoi c'est le plateau? Le plateau au moins a une capacité de se financer, de mobiliser des ressources. Le programme triennal et le budget annuel du plateau dont on parle passe par un processus, par une adoption du conseil municipal et validé par la tutelle, avec la participation de tous les ministères techniques. Pour les ceux qui ne savent pas, quand on élit le maire, en fonction du pourcentage qu'il a eu, s'il est vainqueur, il a d'abord 50% des conseillers. Et puis, au-dessus des 50% là, c'est par la proportionnelle. Les autres 50% sont partagés en fonction de... Et c'est ce qui compose le conseil municipal. Et le conseil municipal élu, c'est le conseil municipal qui élit son maire et la municipalité. La municipalité, c'est le maire et les adjoints. Voilà comment ça se fait. Et c'est partout pareil. Je rappelle donc que le programme triennal de tous les budgets annuels ont été adoptés à l'unanimité. Le conseil municipal du plateau, là, il y a 22 conseillers PDCI, il y a 5 conseillers RHDP et 1 conseiller PPACI. Eux tous ont voté pour le budget triennal, le programme triennal et le budget annuel. Le budget, in fine, est l'acte par lequel sont prévus
et autoriser les recettes et les dépenses. Quand on a voté ça, on prend maintenant par là la direction de la décentralisation, où tous les représentants des ministères concernés regardent le dossier et on valide. Une fois que c'est validé, c'est ça que le maire va mettre en œuvre. Donc on a dit que le maire a 14 milliards, c'est parce que le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Éducation, tous ceux qui sont là-bas ont estimé que le programme qu'il a présenté là, c'est un programme viable, utile, nécessaire. Et que le maire présente que moi je peux avoir les ressources pour le faire. Donc voilà comment ça se fait. Ces institutions doivent, selon notre libre penseur, puisqu'il y a un libre penseur, s'expliquer devant la nation et surtout aux contribuables ivoiriens face à cette accusation de dire que c'est une prime à la corruption. Il dit que ce budget-là, c'est une prime à la corruption. C'est-à-dire que les conseillers RADP qui ont voté là, ils sont aussi responsables. C'est-à-dire que le ministère qui a validé ça là, il est responsable de cette prime à la corruption. C'est ce que ça veut dire. Et c'est grave. Par ailleurs, les journaux qui ont autorisé la publication de telles allégations contre les autorités de notre pays sont ici interpellés. Surtout qu'au nombre de ces journaux qui ont publié l'article figure le journal gouvernemental qui estime que le ministère des tutelles a validé un budget qui a une prime à la corruption. C'est ce que ça veut dire. Notre libre penseur et les journaux qui ont publié une telle déclaration ne savent-ils pas qu'ils portent ainsi atteinte à l'honorabilité de nos autorités? Ils ne savent pas ça. Pour le PDCI-RDA, il faut dans tous les cas trouver d'autres raisons que la taille, le nombre d'inscrits et la population. Le PDCI-RDA s'exclut de l'idée de corruption et condamne une telle déclaration. Nous, on n'est pas dans cette affaire. Nous, on s'exclut. Les autres n'ont qu'à se prononcer là-dessus. Pour le PDCI-RDA, la volonté en filigrane de suppression de la commune du Plateau est un recul démocratique. Pire, il résulte d'une manigance politique plus large contre les maires et les élus municipaux du PDCI-RDA. Pour rappel, moi j'ai fait une déclaration ici quand on a élu le maire de Cocody. Vous avez tout ce qui a été autour pour pouvoir annuler et mettre le Cocody sous tutelle. Après que le maire ait battu platement les Tabataba. N'ayant pu donc pas battre nos listes par les urnes, il faut user d'autres moyens pour soit réduire significativement leurs ressources ou les supprimer au profit des communes de leur obédience. En effet, après l'échec de mise sous tutelle de Cocody, un autre plan est en cours pour rattacher, en tout cas les informations que nous avons, une bonne partie de la commune de Cocody à Abobo, à Anyama et à Benjedi. Puisque le décret de la loi qui est prévue là, en son article 4, permet cela. Le plateau à Adjamé et une partie de Makori à Koumansi. Quant à la commune de Port-Boué, elle se verra privée des ressources provenant de l'aéroport et du port. Voilà en réalité ce qui se trame dans les laboratoires. Le PDCI-RDA ne cessera pas marcher sur les pieds. Nous appelons donc la haute direction du parti, appelle donc à la vigilance de tout le monde et nous n'allons pas laisser. Ou on est en démocratie, ou on n'est pas en démocratie. S'ils veulent nous supprimer toutes les mairies, et puis il n'y a plus de maires, et puis le ministère de tutelle propose des nominations. Comme ça, nous, quand on va venir au pouvoir, nous aussi, on saura faire la même chose. En ce qui concerne les charges de la mairie du Plateau, il faut indiquer que la commune du Plateau abrite déjà 14 quartiers. Et que quand vous avez 2 millions, 3 millions de personnes qui viennent sur un espace de 400 hectares par jour, cela impacte. D'abord, le problème de sécurité. La commune du Plateau n'a que 60 agents de police de l'État. Le maire en a recruté 175, les plus équipés, pour assurer la sécurité des immeubles, des meubles, des personnes, des voitures par jour. Et que de ces quartiers-là, il y a des camps militaires, camps Gallieni, camps policiers, etc.
Et la mairie du plateau prend tout ça en charge, les ravalements, l'entretien, les routes là, c'est pas l'État. C'est la mairie qui fait ça. Le commissariat de la Carena, c'est le maire qui l'a entièrement construit, équipé, entretien. Et c'est le maire qui prend en charge la réhabilitation, l'entretien du commissariat du premier arrondissement. Fonctionnement et tout. Il y a combien de maires qui sont capables de faire cela? Et il inscrit ça au titre de son budget et il mobilise les ressources pour pouvoir le faire. Au niveau de la santé, ils ont dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Mais c'est vrai qu'il y a l'hôpital des fonctionnaires, mais l'hôpital Edmond Basque a la charge entière du maire du plateau. Donc, sur les 6 millions d'habitants, comme je l'ai dit, à Abidjan, dans le district, il y a à peu près 2 500 000 qui impactent quotidiennement la mairie du plateau. Elle impacte les quartiers, constitue donc un défi sécuritaire auquel fait face quotidiennement les autorités municipales. Au niveau de la sécurité, comme je l'ai dit, le maire du plateau ne compte que 60, la mairie d'ordre de l'État, et 175. D'ailleurs, il compte l'améliorer cela. Ils sont superment équipés. Tout ce qui était les NAMA, tout cela, sont pris en charge pour leur permettre de se comporter en citoyens civilisés et d'éviter des banditismes sur les biens des gens quand ils sont garés. Vous avez vu que maintenant, quand vous allez au plateau, vous n'êtes plus poursuivi par les NAMA, etc., parce qu'il y a un maudit qui est avec le mairie qui le fait. Comme toutes les communes, celle du plateau assure la gestion de proximité. Quand vous voyez les ravalements, les trottoirs qui sont bien entretenus, ce n'est pas l'État, c'est la mairie. Et vous avez vu l'état civil. Combien de personnes ne quittent pas dans d'autres communes pour venir faire leur état civil au plateau? Toutes les diplomaties, comme on appelle, les consulaires, toutes les hauts cadres, c'est au plateau. Et c'est près d'1 million de dossiers que la mairie doit gérer ça. Bien regardé, bien informatisé. Et quand vous y allez, vous ne mettez pas du temps. Ça a besoin d'argent. Et ça, c'est grâce à la gestion du PDCI-RDR. Voyez-vous? Donc, le PDCI-RDR est conscient qu'on veut le spolier de ses réussites en utilisant des moyens peu catholiques qui ne sont pas démocratiques. Et nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter parce qu'on dit qu'il y a des gens, quand ils dorment, qu'il y a la tranquillité, ils ne sont pas contents. Plus loin, ce qu'on peut voir. Comme les gens savent que allègrement nous partons vers la conquête du pouvoir dans la tranquillité, ils veulent créer des situations de trouble. Parce que c'est dans le trouble qu'ils connaissent. On va se mettre, on va dire non, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais c'est ce qu'ils avaient voulu faire au 16 décembre 2023. Ils sont venus nous prendre en pensant qu'on allait créer des troubles, arrêter tous les dirigeants et puis dissoudre le PDCI-RDR. C'était l'objet. Sinon, pourquoi, après avoir bloqué l'hôtel Ivoire, on vient bloquer notre siège? On nous a empêchés d'avoir accès à nos sièges. C'est la même chose qu'ils veulent provoquer. Mais je reviendrai de ceci. Le district d'Abidjan, il a des ressources. Il n'a qu'à d'abord nous expliquer comment il utilise ces ressources-là. Si ce n'est pas pour aller faire louer à des gradins autres qui sont construits par eux-mêmes pour aller détruire les habitations des gens et se faire payer par l'argent du contribuable. Je vais revenir là-dessus si vous voulez bien. Mais il n'a qu'à faire attention. Voyez-vous, les parents nous ont expliqué l'histoire de la tortue et de la biche grise qu'on appelle Céphalope Maxwell, les forestiers. C'est avec la peau du Céphalope Maxwell qu'on fait souvent les tam-tams. La tortue, vous savez que c'est un animal qui est très pacifique, qui n'a pas de force, qui est là. Et un jour, on les a invités à la cour royale. Elle vient du banc élastique quelque part. Et la biche Maxwell danse très bien, très élégante, on l'applaudit. Non content de son applaudissement, elle va provoquer la tortue. Vous dites voilà, toi tu n'es pas belle, tu ne peux rien faire, tu ne sais même pas danser. La tortue ne réagit pas. À force de provocation, la tortue a décidé quand même d'aller faire des pas de danse. La tortue est sortie. Et ces pas de danse étaient tellement particuliers que le tapeur de tam-tam ne fait que taper.
Il a tapé, la peau est percée. On dit, ah non, il faut trouver une nouvelle peau pour couvrir. La peau de qui? La peau de la biche Maxwell. On a l'attrapé, on l'a tué pour prendre sa peau. Mais on n'a qu'à faire attention. Hein? Nous, on ne sait pas danser, on a tranquillement, on a paix. Mais afin de nous provoquer là, vous allez provoquer ceux qui ont besoin de vous pour faire autre chose. Voilà, on ne veut pas arriver là-bas. Donc Dieu là, lui, il sait comment rendre sa justice. Ils n'ont qu'à arrêter. On a gagné, on a gagné. On va gérer. Malgré toutes les tricheries, on a gagné Marcory. Moi, je suis allé faire campagne à Marcory. Leur candidat là-bas, vous connaissez son slogan? We have a dream. C'était son slogan. Mais on a gagné. On a gagné Port-Boué. Port-Boué là, bon, je crois que les gens même ont du mal à trouver candidat là-bas maintenant. On a gagné Cocody. On a gagné le plateau. Un parti qui se voit majoritaire partout. Pourquoi s'acharne-t-il sur les mairies que nous avons gagnés? Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Mesdames et messieurs, je suis prêt pour qu'on aille dans plus de détails sur cela, mais la mairie du plateau a sa place. La mairie du plateau mérite son budget. La mairie du plateau fait du bon travail. Qu'on nous laisse tranquilles. Aux prochaines élections, s'ils gagnent, ils vont gérer. Nous, on a gagné, nous, qu'à nous laisser gérer. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et si vous voulez, on reviendra là-dessus. Vous savez que en tout cas, faites-nous confiance. Nous n'allons pas nous laisser spoiler. Mais ceux qui sont là, dites au maire qu'il a le plein soutien du président du parti. Il a le plein soutien de la haute direction du parti. Il a le plein soutien de tous les militants et militaires du PDCI-RD. Ils veulent glisser ces gens d'idées pendant qu'on est en deuil, pensant qu'on va passer là-dessus. On ne devait pas passer, nous on est en deuil. Mais ce n'est pas pour autant. Il faut nous traiter comme la tortue. Si vous nous traitez comme la tortue, vous allez vivre comme la biche royale Maxwell. Voilà. Mais l'actualité aussi, vous savez, c'est sur la dette qui a fait l'objet de beaucoup de déclarations et de débats à l'hémicycle et dans l'opinion publique. Rappelez-vous, j'ai été le premier en 2022 déjà de parler de la dette plusieurs fois. J'ai dit c'est devenu comme du roux à nos coups. Je vous ai expliqué ça ici. Aujourd'hui, c'est devenu un problème qui se traite au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Le FMI vient, il met l'argent dedans, c'est comme une pomme percée. Plus tu mets, plus ça disparaît. Sur cette question des dettes, le PDCI-RDA se félicite pour sa position à travers son porte-parole dans toutes ses déclarations. Il adresse son soutien et ses félicitations à ses élus et cadres pour leur position et éclairage sur le niveau de l'endettement jamais atteint dans nos pays. Jamais. 25 000 milliards. Les Ivoiriens doivent retenir que notre pays, la Côte d'Ivoire, est dangereusement endetté et est désormais au stade de PPTE. Pays pauvre, très endetté. Il n'a qu'à donner des indicateurs. Quand tu es pauvre, quand tu es endetté, tu es endetté. Quand tu es sous l'eau, que l'eau soit 2 km de toi ou pourquoi, mais tu n'as pas d'air pour respirer. Et si tu n'as pas d'air pour respirer, si tu ne peux pas nager, tu meurs. Le mal de notre dette, en fait, c'est qu'elle n'a pas été optimisée pour créer des richesses et réduire la pauvreté. On peut s'endetter, mais quand on investit, pendant 15-13 ans, on prend la dette. Et on ne trouve pas l'argent pour rembourser, et on ne fait que prendre dette sur dette sur dette. C'est qu'il y a un problème. Un autre point de l'actualité concerne la commercialisation de certaines de nos matières premières agricoles. Quand je vais parler, on va dire que moi, c'est l'agriculture seulement. Mais le PDCI-RDA persiste en soulignant que les producteurs ont droit à plus que 1 500 francs le kilo de cacao et plus de 275 francs le kilo de noix de cajou. Ça, c'est la position du PDCI-RDA. Ils n'ont qu'à se débattre, mais nous, on ne changera pas. Et si vous voulez, moi, je peux vous donner des détails. Le gouvernement a tout fait pour abandonner les producteurs de notre pays. A tout fait. Le PDCI-RDA, parti de lutte pour le progrès des populations rurales, arrive pour donner de l'argent aux paysans.
nous demandons donc aux paysans de sanctionner ce pouvoir dans les urnes aux élections présidentielles 2025. De les sanctionner afin de mettre fin à leur gestion qui les méprise et les maintient dans la pauvreté. Tous les producteurs là. Parce qu'ils font des calculs politiques, je vais vous expliquer. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais donc sur ce point marquer une fin de mes propos liminaires et attendre vos questions, que je sais nombreuses, et je suis prêt à vous répondre et à donner des détails. Vive le PDCI RDA, vive le président Diane, vive la Côte d'Ivoire, et je vous remercie. Le bélier nous demande si on supprime, après, est-ce qu'on est prêt à aller au front? Mais nous avons commencé à aller au front. Ce que je suis en train de faire là, c'est être au front. On n'a pas à attendre d'abord. Et je vous ai donné l'image de la tortue et de l'antilope. Mais je pense que si on est dans un pays démocratique, ils ne feront pas. Si le fond c'est qu'on n'est pas en démocratie, si on n'est pas en démocratie, on vient. C'est la tyrannie. Mais je pense qu'ils ne le feront pas. De toute façon, le PDCI RD est un parti de paix et de dialogue. Mais ce n'est pas parce qu'on est un parti de paix et de dialogue qu'on peut venir tout nous faire et puis on ne verra rien. Attention, nous pensons que nous devons aller tranquillement aux élections et puis gagner. D'ailleurs, dans mon propos liminaire, j'ai parlé de la cartographie de la CEI. J'ai dit que la CEI ne peut pas de manière unilatérale aller faire une cartographie, il faut qu'ils concertent d'abord, ils n'ont qu'à arrêter. Le PDCI demande à la CEI de ne pas être le bûchette d'allumette qui va enflammer le feu. Nous qu'à voir comment le monde tourne. Quand on regarde dans le monde, là, comment les choses se passent, là, chacun n'a qu'à être prudent. Chacun n'a qu'à au moins penser que quelque part, il y a Dieu dedans. Voilà des gens qui ont quitté la prison 15 jours après ils sont présidents. 15 jours après. Ça là, est-ce que ça n'attire pas l'attention des uns des autres? 15 jours après de sortir de prison. C'est pour dire qu'on doit faire attention. Je pense qu'on n'en arriverait pas là-bas. Si on arrive là-bas, nous aviserons. Et on ne met pas nos secrets au public. Nous aviserons. Mais surtout, nous demandons à nos leaders de la sous-région qui sont prompts à agir ou à prétendre agir sur certains points. Mais le président du parti actuel dit la transparence, ce n'est pas seulement le jour des élections, c'est tout le processus. Il ne faut pas venir attendre le jour de l'élection pour dire non, observateur, ça se passe bien. Non, c'est tout le processus. J'ose croire que l'interpellation que nous avons faite là va tomber dans les bonnes oreilles et on va se dire qu'on peut vivre en paix sans qu'il y ait ces choses-là. Je pense que nous avons intérêt à vivre. Le pays a trop souffert pour ne pas créer des problèmes. On a vu des gens ici déclarer la guerre parce qu'on les empêchait, d'après eux, de participer. Nous, malgré tout, on a participé, on a gagné. Pendant qu'on est en train de gérer, on veut changer les règles du jeu. Depuis quand on a su un terrain de football, comme on est au football, et puis à un moment donné, on dit non, on va diminuer la taille du terrain. Ou bien on va augmenter la largeur du poteau. Parce que quand on tire là, le gardien prend. C'est ce qu'il veut prendre, faire. Non, on ne peut pas accepter ça. Personne ne va accepter. J'ai vu sur des antennes certains penseurs, c'est les penseurs, là, leurs penseurs, là, attaquer des pays qui ont fait coup d'État. Oui, tant. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont en train de venir dans nos pays, ils sont des militaires qui ont fait des coups d'État. C'est pas moi qui le dis, hein, vous le voyez. Ces penseurs-là, dimanche prochain, ils n'ont qu'à nous donner la réponse. Pourquoi? C'est le même penseur-là qui crée le problème. Que les penseurs, ces penseurs-là n'ont pas eu le temps de penser à la cherté de la vie, à l'électricité qui a augmenté, ou à l'école, au problème de santé, à nos parents. Ils n'ont pas eu le temps de penser. Leur pensée, leur libre pensée, là, c'est de venir parler, de provoquer les gens pour créer la zizanie. Ces gens de libre pensée, nous, on n'en a pas besoin. Donc, on espère qu'avec notre interpellation, Dieu même va faire en sorte que
les gens puissent être compréhensibles et que nous laissent en paix qu'on aille. Aux prochaines élections, ils n'ont qu'à se battre, ils gagnent, nous on va les laisser gérer. Les productions vivrières, ce n'est pas moi qui ai demandé, moi je n'ai pas voulu trop parler de l'agriculture aujourd'hui. Mais comme c'est ça qui fait l'ADN de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas venir et vous poser la question, moi je vais répondre. Sinon, ils vont dire, moi il a eu peur, il n'a pas répondu. Effectivement, moi j'étais au Sahara, le dernier salon. Je suis allé dans une salle où les responsables du ministère de l'Agriculture ont fait un exposé. Ceux qui ont dit qu'on était déficitaire au manioc, déficitaire sur la banane, déficitaire sur le riz, ils ont dit ça. Même déficitaire sur les maraîchers. J'ai leur publication. Si vous voulez, je vais mettre ça en ligne. Ceux même qui ont dit, ce sont les services du ministère de l'Agriculture qui ont dit. Avant-hier, j'ai vu le ministre de l'Agriculture avec tout ce qu'on voit les gens. Ce qui est bien, il a donné des chiffres. De 2012 à 2018, c'est bien, hein? Vous allez remarquer 2012 à 2018. On est passé de 11 millions de tonnes à 18 millions de tonnes, soit près de 60% de taux de croissance. C'est lui qui a dit, et c'est vrai, puisque les chiffres là, en ce période-là, j'étais là. J'étais DG de production de 2012 à 2018. Donc il a bien fait. C'est lui qui a dit, c'est lui-même qui a découpé comme ça. Hein. Et il dit que maintenant on est passé de 18 000 tonnes à 22 000 tonnes. De 2012 à 2012, il y a eu près de 60% de taux de croissance. Quand tu passes de 2018-19 à maintenant, c'est 22% de taux d'accroissement. 22%. C'est-à-dire que le taux de croissance a pratiquement chuté du tiers. Pendant que les besoins augmentent. C'est lui-même qui a donné ces chiffres, c'est pas moi. C'est lui-même qui a fait le découpage. Quand je vais parler, on va dire je suis contre quelqu'un. Voyez-vous. Et il y a un nom d'un ministre, il aime parler. Mais c'est le ministre là avec qui j'ai travaillé. Quand j'étais sur le ministre de cette période, toutes les réformes ont été faites par ce ministre. Café cacao, coton en acade, EVA parmi, toutes ces réformes. Mais depuis, on a fait combien de réformes? On a même fait la réforme sur la culture vivrière autre que le riz. La réforme sur le riz. C'est la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, là, il apparaît, les gens lui ont posé la question sur la sécurité alimentaire. Mais il y a un point important sur la sécurité alimentaire dont tu n'as pas parlé. C'est l'accessibilité à l'aliment. Il y a la disponibilité, mais il y a l'accessibilité. Si vous allez dans un magasin où on a tous les fruits, que vous ne pouvez pas avoir moyen de payer là, vous n'avez pas accès à cela. C'est ça. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas les moyens. Vous sentez l'odeur d'un bon repas, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est ça l'accessibilité. Les Ivoiriens n'ont pas possibilité d'accéder à la nourriture comme ils veulent. Le taux de malnutrition est autour de 8%. Ce sont ces chiffres que moi j'ai tirés de son propre ministère. Sans compter le taux de malnutrition qui est géré en même temps par l'agriculture et le ministère de la Santé. Voyez-vous? Donc on n'est pas en sécurité alimentaire. Pourquoi à un moment donné on a pris des arrêtés pour interdire l'exportation? Mais je crois qu'il a dit que non parce qu'il n'y en avait pas. Non. C'est parce qu'à un moment donné il y avait tellement une crainte qu'on allait avoir des pénuries qui allaient soulever les gens. Donc on n'est pas en sécurité. Les productions vivrières là. Parce qu'il y a une vraie politique qu'il faut mettre en œuvre. Il n'y a pas de politique sur le vivrier. Le riz, on a une bonne stratégie, mais ce n'est pas financé. Les besoins pour le riz, le financement, c'est 144 milliards. On donne à peine 100 millions pour le fonctionnement du comité de gestion. Et puis combien là même quelque chose? Les gens n'ont pas les moyens. C'est une question de financement, de volonté politique. Le sport, c'est 4% du budget programme. L'agriculture, tout confondre, c'est 3,6%. Ça, le sport est plus financé, c'est pas le sport.
L'agriculture, c'est un problème. Je continue pour aborder l'héritage qui parle de café cacao. Vous savez, moi, Brodumila, je suis un homme qui respecte les principes, respecte la hiérarchie. Je l'ai dit sans cesse, même ça, qu'au niveau du café cacao, je pense que ce n'est pas une question de compétence des dirigeants de la filière. Je l'ai dit ici. Que ceux qui sont là-bas, moi je les connais, ce sont des gens dont je connais leurs compétences. Mais quand vous avez une compétence, que vous avez un environnement politique qui ne nous permet pas d'exercer, vous ne pourrez pas avoir de bons résultats. Donc je ne sais pas dans quel environnement politique ils travaillent. Les parlementaires PDCI ont proposé 2500 francs de kilo. Ils sont venus par des stabilisations, des ventes anticipées. Mais le PDCI qui a créé ce dispositif, le PDCI n'a pas dit qu'il est contre la stabilisation ou les ventes anticipées. Jamais tu n'as vu un seul, les députés disent ça. Qu'est-ce que la stabilisation? Le prix du cacao et du café se donne pratiquement quotidiennement dans les bouts de Londres et de New York. Si chaque jour, le planteur ne sait pas quel prix on va acheter son cacao, il ne peut pas faire une petite planification. C'est l'idée que le PDCI a eue en son temps avec Oufoué, qui s'est prolongé avec Bédié, pour dire nous allons stabiliser sur un an, ou au moins sur une campagne. Nous allons faire par anticipation, nous allons voir pour la première campagne, si on fixe le prix, le paysan sait que d'octobre à mars, il a un prix, il peut au moins s'organiser. Et après deuxième campagne, il s'organise. C'est ça la stabilisation. Mais la stabilisation, laquelle avait donc le surplus, était dans une caisse qu'on appelle la caisse de stabilisation. C'est ça que le président Oufoué a pris pour développer le pays. En 1974-75, il y a eu un pic des prix, autour de 3 000 $ la tonne, jamais vu. Et le dollar en ce moment, c'était 250-300 francs. C'est ce surplus-là que le président Oufoué a pris pour faire une grande tournée dans le Nord. Pour dire, vous avez un problème d'eau, on va vous offrir gratuitement de l'eau. On a fait 1000 forages dans la forêt. Gratuitement. Nous allons développer une autre plante qu'on appelle le coton, qui était on avait à peu près 5000 tonnes de coton graine. Mais comme il n'y a pas de plantes dynamiques dans le nord, nous allons vous permettre de faire. Tous les blancs là, on dit qu'on ne peut pas faire le coton dans le nord là. Bédié était ministre des Finances. Diawara était ministre du Plan. Ils ont dit, monsieur le président, décidez, on va mettre en œuvre. Oufoué a décidé, Bédié a pris les choses en main. Il n'y a pas de premier ministre. Financement du coton entièrement, du défrichage. Défrichage de travail, 400 000 francs l'hectare, en son temps, gratuitement. Distribution des engrais, gratuitement. Distribution des exercices, gratuitement. Ce qu'on demandait aux paysans, plante, récolte, on vient payer. Par l'argent de la caisse de stabilisation. Plus tard, en 80, quand Bédié quittait le pouvoir, en 99, on était à 400 000 tonnes de coton grain. Ça, c'est la politique de la stabilisation qui a pris le plus-value pour faire de l'équilibre territorial et de l'équité. On n'a pas fait ça. On a dit qu'il faut diversifier nos sources de revenus. On a mis le plan Palmier 1, Palmier 2, le frère Arnaud est là. On a mis même la sauce d'effort en contribution. On a fait un programme EVA. On a diversifié. Le président Bédié avait commencé en son temps le programme ANACAD. Il a fait mettre en place ce qu'on appelle Savanor et Savane Industrie. Savanor avait pour objectif la production et Savane Industrie de transformer le sang. Quand il a quitté, qu'il est allé à Washington, bon, les programmes n'ont pas été suivis. Quand il est revenu en 1993, 1994, il a instruit le ministre Lambert parce qu'on n'a pas à son âme de dire qu'il faut reprendre. Donc il y a eu un projet relance la culture en ANACAD. C'est comme ça que l'ANACAD a repris. Non, les gens pensent que bon, les choses vont comme ça, on appelle ça. C'est le PDCI par la stabilisation.
Donc, voilà la stabilisation. Qu'est-ce que les ventes anticipées? Chaque jour, vous partez, vous êtes sur une bourse, vous avez un signe, on appelle une messagerie. Donc, il y a des gens qui sont là, qui regardent. On dit c'est 2000 francs, après ça va être 2800, après 2200. Il faut qu'ils soient suffisamment alerte pour dire que, à ce niveau-là, moi je mets 200 000 tonnes, je mets 200 tonnes. Ils notent. Tu peux dire le cacao à 2500, tu vas penser qu'il va à 2500, au moins tu vas mettre, c'est devenu à 2400. Donc, pour faire les ventes anticipées, il y a deux choses importantes. Vous connaissez ça? La vente qui est là, ceux qui font la vente, et l'évaluation le plus proche possible de votre production. Puisque vous vendez par anticipation, vous vendez du virtuel pour compenser en physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, si moi j'ai dit, pour la campagne 2024-2025, moi je suis prêt à mettre 350 000 tonnes pour toi, on signe un contrat. Si à la fin, je n'ai pas suffisamment de 350 000 tonnes, c'est un défaut. Et ce défaut-là est pénalisé. Pourquoi aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire 2500? Parce qu'en fait, ils avaient tout vendu. Le ministre même l'a dit, il n'y a pas de cacao. Comment ça s'est fait? On était à 2 200 000 tonnes. On n'a pas vu venir la baisse de 25%. Or, nous vendons 80% et nous voulons 20% en spot. Les 20% en spot, là, on a déjà consommé par la baisse. Est-ce que vous entendez? Si on a prévu avoir 2 millions de tonnes, ou bien 1 800 000, qu'on produit 1 600 000, on a faussé les calculs. Donc les gens à qui on doit des contrats, là, soit on paye la pénalité, qui n'est pas facile, soit on leur dit, on va vous donner notre cacao de la deuxième campagne. Or, si vous allez donner le cacao de la deuxième campagne, vous donnez au prix au moment où vous avez signé le contrat. Pas au nouveau prix, il va dire, ah non, non. Donc, c'est cacao qu'on leur a donné là, pendant que le prix est à 6 000 là. Nous, on ne peut pas payer à 6 000 parce qu'on doit donner ça au prix pour lequel on a signé le contrat. Voilà la situation. Voilà la situation. Donc, en fait, ce n'est qu'à partir de la campagne octobre qu'on peut augmenter normalement. Donc le gouvernement était prêt à maintenir le prix à 1000 francs, mais comme nous avons fait la pression, ils sont obligés, et que les paysans ont pris par le bon, ils sont obligés de faire des sacrifices. Donc 1500 là, ce n'est pas degré. Hein. Ils ont fait ça sous la pression du PDCI et la pression des populations. Voilà. Sinon, si les choses étaient faites normalement, qu'on avait nos 400 000 tonnes, 500 000 tonnes sur le prix de la sport là, on aurait pu augmenter ça à 2 millions, 2500. C'est ça que nous on a dit. On n'a pas dit qu'on est contre la stabilisation ni la vente de participation, puisque c'est nous qui l'avons fait. Quand le président Bédi était là, ceux qui géraient la stabilisation de vente sport, qui suivaient le dossier, il y avait Duncan, il y avait le ministre Ahmed Kwasi, et il y avait le ministre Tidjane Thiam. Non, il est là. Il est là. Donc c'est une affaire de gestion, vous voyez. Bon, si on a mal, on a fait des erreurs, il faut reconnaître puis on avance. Voilà ça. Maintenant, en ce qui concerne l'ANACAD, j'ai le barème ici. Je suis venu exprès parce que moi, je ne parle pas. Le ministre a dit qu'il n'était pas à la fixation des prix. Bon, ça a été décidé le 20 février. Le barème. Oh, mon barème. Et le barème dit que le président de la République a dit en son temps qu'au niveau de la réforme, quand on a connu le prix CAF c'est quoi? Parce que je vais toujours expliquer. Quand vous prenez votre marchandise, que vous quittez le port d'Abidjan, que vous allez livrer à un autre port X là-bas, c'est le prix auquel vous donnez ça au Parlement, le prix CAF. Pour simplifier ça. Quand ce prix est connu là, lui donne 60% au moins aux producteurs. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que vous devez savoir, c'est que pour faire un champ d'ANACAD, l'État, ce n'est pas l'État de fruits pour toi. Hein. Pour aller chercher les semences, ce n'est pas l'État. Pour entretenir, ce n'est pas l'État. Vous produisez tout et puis l'État dit je viens acheter, mais je te fixe un prix. Et moi je prends ça et je vais vendre
pour avoir une différentielle pour faire le développement. Donc, il dit, c'est apprécié. Mais le prix CAF, sur le barème, si vous voulez, moi je vais vous mettre à votre disposition, c'est un document public. Le prix CAF de référence pour la détermination des droits uniques de sortie pour la NACAD est fixé à 663 francs CFA. 663 francs CFA. Le prix CAF. Si on doit donner 60% de 663 francs, calculez. Même la moitié, ça fait 333. Comment se fait-il qu'on donne 275? C'est ce qu'on leur demande. Et quand tu regardes bien, droit de sortie unique sur lequel on a 5% du prix CAF, ça fait 33 francs par kilo. Ça, c'est l'argent de l'État, on est d'accord. On peut même augmenter ça. Mais il y a d'autres redevances, conseil café cacao, prélèvement, contribution au budget des organismes, prélèvement, et qu'à la fin, on prélève, comme le disent nos frères ghanéens, le tchassou. C'est ça qui est le problème. Je n'ai pas dit que... Donc, nous, on dit donner le paysan en tout à près de 40% et les autres, on sort plus de 60%. Donc, c'est l'inverse. C'est ce que moi j'ai dit. Voilà tout le problème. Mais nous, vous voulez qu'on applaudisse ça? Nous, on critique. C'est notre rôle. Quelle proposition? D'abord, il faut respecter les engagements. Il faut respecter les engagements. Et pour le cacao, il y a un défaut réel au niveau de la plupart de nos productions, c'est qu'on ne sait pas anticiper sur les productions. Les estimations de récolte, nous n'avons pas mis beaucoup d'accent sur les estimations de récolte. La seule filière où on a une bonne estimation de récolte, c'est le coton. Il y a un dispositif qui compte les boutons floraux, et puis les capsules, et puis après on fait des estimations. C'est bien fait au coton, on a moins de risques d'estimation. Mais les autres plantes là, on a des problèmes. Et ça, je pense que c'est une des faiblesses du dispositif agricole. Il faut qu'on corrige ça. Donc à partir du moment où on n'a pas une bonne estimation et qu'on est surpris, mais pourquoi on est arrivé là même? En 2021, quand j'ai été nommé député, en septembre-octobre, pour les premiers budgets, j'avais posé 2 problèmes. J'ai dit, vous avez demandé d'arrêter la distribution des cabosses améliorées de cacao du CNRA aux producteurs. C'était une décision politique. Mais ça risque de nous poser des problèmes. On dit non, on ne veut pas de la surproduction. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes sur le terrain? Le choix en chute, qu'on appelle le sida du cacao, est en train de détruire tout le monde. Donc une bonne partie de nos cacaoyers est vieillissante. Donc est-ce qu'il n'est pas bon de mettre dans le programme de lutte contre le choix en chute, de plutôt utiliser les cabosses, de faire en sorte que, et puis on a la menace de l'Union européenne que nous cultivons dans les forêts classées. On a qu'à faire une bonne estimation. Et puis, si on prend une cabosse améliorée qui fait 1 tonne, alors que les cabosses traditionnelles font 500 tonnes, si on détruit 10 hectares, on n'a qu'à replanter 5 hectares. Ça va nous donner la même quantité, mais on ne va pas utiliser, on aura de l'espace pour faire l'agroforesterie aujourd'hui. Non. Vous savez, quand on parle, les gens s'énervent. Quand ils n'ont pas d'argument. Donc on n'a pas vu l'affaire venir. Et comme on n'a pas vu l'affaire venir, tous les événements sont combinés. Le choix en chute, la sécheresse, la pression de l'Union européenne, tout est venu en même temps. Et vous savez, quand vous avez 3 maladies en même temps, c'est que vous avez très peu de chance. Une maladie, ça passe, 2 peuvent résister. Mais quand ils envoient son 3e là, c'est pour te terrasser. Donc voilà notre problème. Proposition, il faut qu'on forme bien nos techniciens en matière de culture pérenne pour faire une bonne estimation des récoltes si on veut faire la vente anticipée. Aujourd'hui, c'est déjà trop tard, mais il faut commencer à le faire. Bon, donc je vous ai donné le barème ici, avec tout ce qui est là. Il y a le barème cacao. Cacao, je n'aime pas trop souvent parler. Pourquoi? Parce que moi-même, je sais que le cacao est une culture stratégique. Stratégique. Aujourd'hui, j'en parle parce que je sais que ça ne va pas impacter négativement. Si je devais parler pour que ça impacte
négativement le coût des matières premières. Mais ce que je vais dire aux chocolatiers, c'est bien fait pour eux. Quand nous luttions en son temps pour faire l'initiative cacao avec le Ghana, j'étais DG. J'avais désigné, j'ai commencé la première, j'avais désigné mon directeur de culture de rente à la demande du ministre Sangafoua pour nous replanter au Ghana. C'était Père Assunam Gourebi Marcel. Mais on a voulu former soit des OPEC du cacao. Mais les chocolatiers, ils ne voulaient rien entendre. Aujourd'hui, ils ont besoin de notre cacao. Et ce n'est pas demain la veille. Ils n'ont qu'à se dire que ce n'est pas en octobre, là, on ne va pas avoir assez de cacao. Hein. Ça va encore diminuer. Donc nous devons nous organiser pour tirer le maximum possible. Nous, on n'a qu'à tirer le maximum. Mais cette fois-ci, quand on tire, là, on n'a qu'à donner le maximum aux producteurs. Voilà ce que nous on demande. Ce n'est pas en campagne prochaine là qu'on va atteindre les 2 millions de tonnes. C'est faux. C'est une affaire qui s'est installée. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on plante les cacao traditionnels, il y a une étude qui a été faite par un Ivoirien, il a pris un étudiant, je ne sais pas s'il est revenu ou il est resté, à Montpellier, qui montre que 20% des plants de cacao traditionnels là, sont stériles. C'est-à-dire que quand vous avez fait un champ d'1 hectare, là, vous avez 20% des pieds qui sont dedans sont stériles. Avant, nos parents rentraient dedans pour les couper. 20%. Donc quand vous avez 1 hectare, là, c'est tout cela qui fait que le rendement de cacao traditionnel est bas. C'est le cacao du Sénéra qui permet de résister un peu mieux et qui permet d'être beaucoup plus productif. C'est ça. Donc le temps que nous allons reprendre avec la relance, le Sénéra a demandé quoi, 2 ou 3 milliards pour reconstruire tout. La station d'Abangourou, qui était une station productive, elle est pratiquement, il n'y a plus rien là-bas. Celle de Divo, elle était restée dans la bourse. Ça faisait perdre entre 2 milliards et 3 milliards de recettes par an par le Sénéra. Maintenant, il faut tout reprendre. Et quand on va reprendre là, si tu veux planter cacao cette année-là, tu ne peux pas avoir, parce qu'il fallait avoir la sémence au mois d'octobre pour faire les pépinières. Donc c'est à partir de octobre prochain. Donc c'est une affaire de 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant qu'on puisse avoir un tout, et que ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour produire. Donc les chocolatiers là, ils sont obligés d'augmenter. Profitons-en. Voilà, pour ceux qui veulent un peu d'éclaircissement là-dessus. C'est devenu une crise structurelle. Et les mêmes problèmes que nous avons là, le choix c'est au Ghana, c'est par le Ghana d'ailleurs même que c'est venu ici. La sécheresse là, c'est même sur au Ghana. Voyez-vous? Donc c'est ça qui est le vrai problème. Comme vous m'avez demandé, je suis allé un peu plus loin. Maintenant, l'intelligent, d'abord a parlé de rapprochement. D'abord, ce n'est pas le président Thiam qui a dit que le président Ouattara était deuxième personnalité. C'est le président Ouattara lui-même qui a dit qu'il était la deuxième personnalité. C'est lui-même qui a dit. Reprenez le film. Il faut rétablir les choses. Mais l'objet de la visite du président Thiam et du président Kobli Boni au palais était clair. Première chose, lui, il assurait l'intérim. On a eu un nouveau président. Il veut aller le voir et dire, moi je suis le père de mon tuteur. Je viens d'avoir quelqu'un, je veux te dire aujourd'hui officiellement, tu ne suis plus en charge, voilà ton interlocuteur en tant que président du PDCI-RDA. C'est ce qui se fait dans notre parti. Quand on est bien civilisé, c'est ce qu'on fait. Parce que ce que vous vouliez, c'est que normalement, la présidente de la République est au-dessus des partis politiques. Demain, là, on peut lui envoyer un courrier. Il dit, mais toi, tu viens faire quoi? Il faut demander par courtoisie, par respect de l'institution, on l'a fait. La deuxième chose, c'était pour aller régler le problème du funérail du président Bédié. Et le président Bédié est multidimensionnel. Il est ancien chef d'État, il est ancien président de l'Assemblée nationale, il est chef des tribus. Vous voyez, actuellement, où je suis en train de parler là, il y a une délégation qui est allée au Ghana. Donc, parce qu'on est parti au Ghana là-bas, alors on n'est plus ivoirien. Non. Moi, dans mes circonscriptions, là, il y a un village qui est divisé en deux, une partie au Ghana, une partie, on appelle ça Kofi Badoukoro. Dans ma circonscription. Donc, c'est pour ça qu'il est parti. Tous les commentaires qui sont faits là, c'est des commentaires qui n'invoquent rien. C'est les commentaires qui nourrissent la vie des gens. C'est ce que les Ivoiriens appellent affairage. Le PDCI-RDA reste un parti autonome, un parti qui a pour ambition de conquérir le pouvoir d'État et de gens. Si le RHDP
veut revenir aux engagements qu'il a pris avec le président Bédié, que notre tour est arrivé, qu'ils veulent se joindre à nous, ils n'ont qu'à venir. Vous savez, je suis le dernier porte-parole du président Bédié. Ça, on peut m'arracher tout sauf ça. Et le président Bédié m'a dit ceci concernant l'alliance. Il a dit, nous avons rompu l'alliance parce qu'on voulait faire disparaître le PDCI-RDA. Et moi, je l'ai reçu comme héritage, je ne peux pas accepter. Premier point. Deuxième point, nous nous sommes engagés à faire une alternance de soutien. Ils ont refusé. Le président Bédié a été clair là-dessus. Il faut rappeler les gens, souvent ils s'assoient et puis ils parlent de Bédié. Mais le président Bédié, c'est le seul parti capable de prendre le pouvoir qui a décidé d'étouffer ses candidatures en 2015 pour dire vous n'allez pas vous présenter, nous on va soutenir Ouattara. Ça, aucun parti politique n'a fait ça dans ce pays-là. Quand même. Non seulement le président l'a fait, mais avant ça, en 2010, le président Bédié aurait décidé de soutenir Gbagbo. Gbagbo serait réélu. On a soutenu le RDR. On n'a pas fait que soutenir le RDR. Quand il y a eu la crise, le président Henri Konan Bédié, qui a un village qui s'appelle Prépressou, qui est une localité importante comme Daougou, il a une résidence, il a tout là-bas. Il a décidé de déplacer lui-même et sa famille pour aller de novembre 2010 à avril 2011, on l'a vu 2011, s'asseoir au golfe, à un endroit restreint, avec tout ce qui est là-bas, pour soutenir le pouvoir RDR. S'ils ne sont pas reconnaissants envers nous, Dieu au moins va être reconnaissant envers nous. Il nous a rappeler ça. Henri Konan Bédié s'est déplacé pour aller s'asseoir là-bas. Il dit je ne bouge pas tant que le problème soit. Si on avait bombardé le golfe, on aurait tué Bédié et toute sa famille. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui était élu. Il aurait pu dire, ah, moi je t'ai aidé, tu es élu, maintenant le reste, moi je vais m'asseoir. Faut faire, moi je vais te donner le conseil en étant assis à Daougou. Il aurait pu faire ça. Est-ce que les gens se rappellent ça au moins? Quand même, Dieu va les voir. Tous ceux qui vont mal parler du président Bédié là, Dieu va les voir. En 2015, il a dit non, on ne présente pas de candidat contre le gré de certains cadres. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui là, c'est pas tout le monde qui a cette force de dire aux gens ne vous présentez pas. Et on a accepté ça. Maintenant, si vous ne nous avez pas donné l'alternance en gentleman agreement, on avance. Si vous voyez aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, nous on institutionne le pays. Le PDCI-RDA va gagner les élections de 2025. Que les gens veulent nous venir. Et quand nous allons venir là, nous on ne fera pas de règlement de compte. Ça, il nous casse se rassurer. Le président du parti m'a dit, nous on n'est pas venu pour régler des comptes. On est venu pour gérer le pays. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On vient, tous les Ivoiriens seront traités au même pied d'égalité. Et nous allons rééquilibrer les choses. Peut-être même que certains de leurs s'ils sont bons là, peut-être ils vont être maintenus. On ne sait pas. Ça dépend de leur attitude. Mais c'est pourquoi cette affaire de menacer les maires, ils n'ont qu'à arrêter. Il ne faut pas que demain ils nous embarrassent. Il ne faut pas qu'ils nous embarrassent demain. Vous savez ce qui se passe ailleurs? Des gens ont menacé un futur président sans savoir. Il semble même qu'il y a une femme même que le gars a dragué jusqu'à la refuser. Maintenant il dit non, moi je vais être ta troisième. Dieu, on ne sait jamais. Maman, ma grand-mère, elle s'appelait Amanda Oué. Elle a dit, quand tu veux aimer quelqu'un, il faut bien l'aimer, mais garde un peu. Parce que tu ne sais pas le jour où tu auras besoin de le haïr. Quand tu veux haïr quelqu'un, il faut le haïr, mais garde un peu. Ce n'est pas le jour où tu vas l'aimer. Ils nous ont haïs. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous aimer.
Ils n'ont qu'à venir à la maison, on va travailler ensemble, on va développer le pays. Si c'est ça, là, on n'a pas de problème. Mais dire que nous, on va aller en attelage, aller se mettre là-bas. Ça, on n'est pas des charrettes pour aller là-bas. On ne va plus faire ça. Ça, c'est fini, ça. Maintenant qu'on a toutes les chances de gagner, là, c'est pas en ce moment on va partir. C'est dans même cette salle-là qu'ils ont voulu dissoudre le PDCI RDA. Junior, tu étais là. Donc voilà ce que je peux dire là. On n'est pas allé à Agboville. Mais les gens là même, quand vous posez des questions, Agboville, ce n'était pas une réunion, c'était une tournée. En fait. Quand vous êtes en alliance avec quelqu'un qui fait une tournée, c'est vos représentants locaux qui s'adjoignent à la tournée. C'est les représentants locaux. Imagine que le président du parti va accompagner tous les alliés à faire leur tournée. Mais nous, à quel moment on va organiser nos tournées? Et puis nous, on en deuil. Il y a un même qui a dit quelque part que le président Thiam n'est pas allé fêter Pâques nous. Quand même. Est-ce que les gens même dorment, ils rêvent? Quelqu'un qui est en deuil, et tu veux qu'il aille fêter Pâques nous? Alors qu'on avait fait un communiqué pour dire de fêter ça modérément en tenant compte du fait qu'on est en deuil. Celui qui veut donner ses instructions, c'est lui-même qui va aller faire Pâques nous? Non. Non. Même si on est en politique, il faut un minimum d'humanisme. Donc, à Agboville, là, on avait nos représentants là-bas. Quand vous devez faire un meeting en allié, là, vous écrivez au parti pour dire on veut faire telle chose, et puis on va. Moi, j'ai fait une réunion chez moi au village, en Dakoro. Mais les gens ne peuvent pas essayer, ils sont venus. Dakoro. On n'a pas besoin de déplacer le président qui a parlé en Dakoro. Même pas le secrétaire exécutif. Ce sont les représentants locaux qui doivent marquer de leur présence. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Pour vous qui ne connaissez pas la politique, là, c'est comme ça la politique. Donc, on était bien là-bas. Et puis, tous ceux qui étaient là-bas, est-ce que vous savez combien de militants PDCI étaient là-bas? On ne va pas vous le dire. Voilà. Donc, à Agboville, ce n'était pas une réunion, ce n'était pas un congrès. C'était une tournée du président. Et dans les tournées, c'est les représentants locaux qui se joignent aux tournées. Maintenant, la radio de la paix nous a demandé des propositions concrètes. D'abord, je les donnais, mais il faut savoir qu'en matière d'agriculture, comme des choses, il faut une vraie stratégie. Et quand on a une stratégie, il faut la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut des hommes capables. Les hommes, il y en a partout, hein. Mais il faut les mettre, faire une bonne communauté. Tu peux avoir des meilleurs joueurs du monde, mais si tu ne peux pas composer une équipe, tu vas perdre. C'est ça. Si tu prends l'avant-centre pour le mettre en défense, et que tu mets le gardien comme avant-centre, et que tu mets l'avant-centre comme gardien de but, mais ça ne va pas marcher. Pourtant, tu as la même équipe. Donc, c'est la combinaison qui est importante. Il faut combiner là-bas. Quand je regarde là-bas, je ne sais pas. Moi, je ne suis plus là-bas. Hein. Mais le résultat, c'est qu'on est là. Et puis, en matière de stabilisation et d'anticipation, nous, PDCI, RDA, on n'a pas dit on n'a pas. Mais il faut bien former ceux qui sont à la messagerie. Et puis, surtout, faire une bonne estimation des récoltes pour que nous ne vendons pas du vide. C'est ça. En ce moment-là. Et puis, stabiliser ne pas dire, ne pas augmenter. Stabiliser ne pas dire on ne peut pas diminuer. La preuve, c'est que depuis qu'on stabilise, ils sont là. Il y a des moments c'était 700 francs, des moments c'était 900 francs, des moments 1000 francs, 1200. C'est la stabilisation, c'est bouger la barre stable. Quand vous faites une bonne prévision, une bonne vente, que la moyenne de la stabilisation est haute, vous faites là où ça monte. Si vous faites une mauvaise prévision, ou bien que les prix descendent, ben votre stabilisation va se faire à descente. Les gens ont donné des moyennes de prix de telle période à telle période. Mais ils n'ont pas donné les prix de référence en ce moment-là. Si vous avez un prix de référence au marché mondial de 800 francs, c'est sûr que vous ne pouvez pas donner les 800 francs aux paysans. Vous serez en dessous de 800 francs. Il ne faut pas venir blaguer les gens. Il y a quand même des gens intelligents dans ce pays-là maintenant. Hein? Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les programmes. Je n'ai pas voulu revenir là-dessus. Vous avez, je n'ai pas parlé, mais comme ça, il faut être pédagogique. Le PDCI RDA a les hommes, a les moyens. Tout ce qui est verger cacao aujourd'hui, c'est sur le PDCI RDA. 90% des vergers EVA qui produisent, c'est PDCI RDA. 95% des vergers palmiers, c'est PDCI RDA. Le PDCI RDA a mis en place un programme de diversification qui a fait qu'aujourd'hui, on exporte. On dépasse le Cameroun en exportation de bananes d'export. Voyez-vous? Ce n'est pas en un an qu'on fait ça, ou en 10 ans qu'on fait ça. C'est structurellement qu'on a fait.
Et les hommes qui sont en train d'animer partout là, ce sont des hommes qui ont été fabriqués par le PDCI-RDA. Il n'y a pas un qui est au palais présidentiel qui n'a pas été fabriqué par le PDCI-RDA. Dans le cas au moins reconnaître ça. Et là, ceux qui parlent, on a parlé de route. Mais j'ai vu la route là, c'est qui? Le cadre qui fait les routes là, c'est PDCI-RDA. Nous, on l'a mis au LBT pour bien le former. C'est comme ça. Le Premier ministre, là, il peut tout dire qu'il n'est pas au PDCI, mais il ne peut pas dire que ce n'est pas le PDCI qui l'a formé. S'ils en avaient mieux là, vous croyez qu'ils allaient le prendre? Parce qu'ils n'en ont pas. La case est vide. Il n'y a plus de bancs de touche là-bas. Donc on est venu. Merci beaucoup. J'ai répondu à toutes les questions par anticipation. La conclusion se fera en 3 points. Le premier point, c'est le souhait, la demande de la haute direction du parti, présidée par le président Titi Amtiam, pour la mobilisation exceptionnelle pour rendre hommage au président économique. Une mobilisation exceptionnelle. Le président Bédié a trop souffert pour le PDCI de la Côte d'Ivoire. Il a été beaucoup stressé, il a eu beaucoup d'humiliation. Il a tout avalé, il a accepté pour nous. Dieu n'a pas voulu qu'il arrive au moment où on va gagner le pouvoir. Donc, la période, pour tous ceux qui auraient fêté le triomphe de Bédié au pouvoir, c'est le moment d'aller là-bas pour le saluer. Même si on ne dort pas, même si on est dans la rue, même si on doit marcher, même si on doit courir, faisons par tous les moyens, par la route, partout, par l'air, tout, voilà. Et si à Abidjan, à Daoukourou, Pré-Pressou, pour qu'on sache que Bédié n'a pas vécu inutile. Ça, c'est ce qu'il faut. Tous les mouvements associatifs, tous les jeunes, les femmes, si vous aimez Bédié, alors mobilisons-nous. Ne disons pas, je n'ai pas eu telle chose, je n'ai pas, il n'y aura pas de place pour dormir, on n'est pas parti pour dormir. On va aux funérailles, on se met debout, on cherche un endroit pour laver sa figure, et puis on avance. Et Bédié sera heureux. Et Dieu nous, c'est par là qu'il va prier pour nous pour qu'on revienne au pouvoir. Nous avons le devoir de conquérir le pouvoir à la mémoire du président Arikonan Bédié. La deuxième chose, dites au maire du plateau, notre jeune frère, que le PDCI-RDA est debout pour ce combat. Ce n'est pas son combat. Pour maintenir la mairie du plateau, pour le maintenir. Nous n'allons pas accepter. Et je dis à ceux qui sont coupés là, que ne faire attention. Il ne faut pas qu'ils provoquent des gens qui n'aiment pas faire palabre. Parce qu'en ce moment-là, vous allez provoquer Dieu. Vous pouvez faire tout, mais ne mettez pas vos doigts dans l'œil de Dieu. Le PDCI-RDA, c'est la création de Dieu. Voilà. Il a rendu des services à ce pays, à tout le monde. On a gagné, on faut nous laisser gérer. Quand on finira de gérer, après ils vont venir compétir encore. De grâce. Sinon, Dieu même ne sera pas content. Et je demande aussi à tous nos religieux, etc., qui donnent conseil là. C'est maintenant qu'il faut donner conseil. Moi, je suis musulman. Je vais à la mosquée, je fais la Mecque. Mais la vérité de Dieu là, la sanction de Dieu là, elle ne rend pas le coupable ou bien le non coupable. Quand Dieu veut sanctionner là, tout le monde est sanctionné. Donc, je pense que après cette alerte, on doit arrêter. Et pour conclure, nous disons que la Côte d'Ivoire est mal en point. Elle a mal en point par sa dette. Elle a mal en point par la mauvaise gestion de ses filières, de ses richesses. Elle est mal en point pour sa politique à vue d'œil. Il n'y a pas de tableau de bord clair. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Elle est mal en point par la pauvreté. Je ne sais pas si les gens ont eu leur facture d'électricité. Quand vous allez avoir, moi je viens d'avoir la mienne. Vraiment, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Comme les malins ne viennent pas seuls, l'augmentation arrive au moment où la chaleur est insupportable. Vous allez avoir au minimum 80 à 100% de factures dues à la consommation et dues à l'augmentation. Et ça là, le libre penseur n'a pas eu le temps de voir ça. Prions Dieu. La vie est chère. Les Ivoiriens souffrent. Dieu aide le PDCI à venir pour que les Ivoiriens soufflent un peu. Souffrir avec le RDP et souffler avec le PDCI RDA. Voilà ce qu'il faut faire. Merci et à très bientôt.